Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du Lean. Mon rayon, c'est plutôt l'hôpital. Dans un hôpital un peu particulier, entre guillemets, qui est ce qu'on appelle un centre hospitalo-universitaire. Donc, je sais que certains dans la salle appartiennent aussi au centre hospitalo-universitaire de Lyon, qui s'appelle les Hospices civils de Lyon. Donc je pense que cette présentation va les intéresser. Puis il y a d'autres personnes qui sont présentes également d'autres hôpitaux. Un centre hospitalo-universitaire, c'est, pour ce qui concerne les hôpitaux de Paris, c'est 12 groupes hospitaliers. Et donc moi je dirige un de ces 12 qui se décline en 3 sites. Donc effectivement on en a donné 2. La Riboisière qui est complètement là en haut à droite. Non, gauche, pardon pour vous. Fernand Vidal, donc la Riboisière, c'est un hôpital avec du pôle locomoteur, des neurosciences, beaucoup d'urgences, énormément d'urgences. C'est le plus gros SAU de service d'urgence de Paris Intramuros. On a ensuite Fernand Vidal qui est un site avec de la psychiatrie, addictologie et tout ce qui est personnes âgées. Et puis ensuite, on a un site hyper spécialisé en cancérologie qui est Saint-Louis, avec vraiment une ambition d'être un peu comme un centre de lutte contre le cancer, donc assez spécialisé. Alors cet hôpital, c'est environ 8000 personnes, 700 millions d'euros de budget de fonctionnement, avec cependant quand même, on appartient à une maison qui s'appelle l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, donc on n'est pas totalement, je dirais, autonome sur tout ce qu'on veut faire, ce qui rajoute à la complexité, on va dire. Alors un jour, on m'a parlé du Lean. C'est ce monsieur qui m'en a parlé. Il est chirurgien orthopédiste. Il est à la Riboisière. Et quand j'ai pris mes fonctions, il y a de ça maintenant bientôt 4 ans, dans ce groupe hospitalier, il a commencé à me parler de Lean. Et honnêtement, je n'ai rien compris. Mais rien. Enfin, c'est-à-dire, je ne voyais pas du tout. Il essayait de prendre des exemples, mais je ne voyais pas. Il y a eu une première étape qui a été franchie quand il m'a fait lire un article d'un professeur de Harvard qui parlait donc qui a été le fondateur de l'Institute for Healthcare Improvement et qui parlait de son expérience en tant que patient. Il avait été opéré du genou droit, donc, et cet article décrivait son expérience patient, vue du point de vue, donc non pas du professeur de Harvard, mais du point de vue du patient. Et donc visiblement, c'est une des lectures, donc je n'ai pas précisé, mais Rémi Nizar est donc professeur des universités, donc c'est un universitaire, il fait pas mal de bibliographie, il fait un petit peu de recherche. Et donc cette lecture, lui a ouvert un peu des perspectives et a commencé à le faire réfléchir sur la notion de Lean. Et puis, il a commencé à le mettre en application dans son propre secteur, donc pour sa propre activité. Et donc c'est un spécialiste en fait de la prothèse de hanche et surtout prothèse de genou. Et donc là c'est un exemple de ce qu'il a essayé de commencer à suivre. C'est donc vous avez des courbes de temps opératoire ici avec 3 opérateurs différents qui sont 3 médecins seniors, donc chirurgiens seniors. Et vous avez ici les moyennes des temps opératoires donc pour les prothèses totales de genou. Donc c'est hyper disons très protocolé comme intervention, et donc on voit que selon les seniors qui interviennent, ça varie autour de 1h02, 1h04, 1h17, avec des écarts types qui sont très très différents selon les différents opérateurs. Donc là c'est Rémi Nizar lui-même, il a un écart type de 9,6 minutes, un autre senior autour de 11 minutes, qui est un autre professeur des universités, et puis il y a un senior mais un peu moins senior qui est à 22 minutes. Voilà, et donc sa conviction, c'est qu'en mettant en place ce système d'évaluation du temps opératoire, ça lui permet de monitorer son process, qui est donc cette opération de prothèse totale de genou, et ça lui permet de voir si les choses dérivent dans le temps ou pas. J'ai assisté donc à une de ces interventions il y a de ça un petit moment maintenant. C'est assez impressionnant parce que dans le bloc opératoire, vous n'avez pas un mot. Il n'y a aucune instruction qui est donnée à l'infirmière, ce qu'on appelle l'IBOD, c'est-à-dire l'infirmière instrumentiste qui donne les instruments. Tout est hyper fluide. En fait, il n'y a pas d'accro, tout se déroule, et c'est un silence impressionnant dans le bloc opératoire. Voilà, donc c'est lui qui m'a parlé du Lean. Encore une fois, je ne voyais pas trop ce que c'était. Et puis,
un jour, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une révélation, qui est en fait l'expérience au CHU de Namur, donc des Belges qui se sont mis au lean il y a quelques temps déjà. C'était en fait au cours d'un séminaire qui avait été organisé sur le sujet. En fait, on n'aime pas trop parler de lean dans le secteur public, donc ça a été rebaptisé Excellence Patient. Et donc c'était en septembre 2015. Et donc lors de ce séminaire, ils ont raconté, ces Belges, leur voyage lean. Donc il y a le directeur de l'hôpital qui s'appelle Patrick de Coster, et puis Ariane Bouzette également qui a raconté cette histoire. Et donc, quand je dis c'est une révélation, c'est que donc, encore une fois, mon président de commission médicale, qui est donc le représentant de tous les médecins, m'en avait parlé, mais sans que ce soit tangible pour moi. Et quand ils ont expliqué leur expérience, je me suis dit, ah oui, je vois à peu près ce vers quoi on peut aller, ce que ça peut être concrètement, comment on le décline, du point de vue, cette fois-ci, non pas du médecin qui opère, mais du point de vue d'un responsable d'établissement. Et donc, cette révélation a fait que on a commencé à rentrer dans le process lean. Alors, voilà, on a pris un chemin qui est le nôtre, qui est, en fait, on a fait venir Patrick et Ariane, c'était en décembre 2015. Ils sont venus présenter, en fait, leur démarche auprès de médecins, cadres infirmiers, voilà, que j'avais fait un peu un appel à candidature et quelques-uns se sont manifestés, donc ils ont été intéressés pour voir ça. Et c'est là qu'on a commencé le lean. Je vais vous passer en revue 3 ou 4 exemples de ce qu'on a mis en application. Voilà, ça n'a pas de valeur de théorie, mais c'est juste quelques exemples. Pour mettre en place le lean, outre l'exemple de la Belgique, on s'est appuyé sur quelqu'un qui s'appelle Benjamin Garel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a été chargé de déployer le lean. Alors, encore une fois, on n'appelle pas ça en interne le lean, on appelle ça excellence patient. De déployer donc le lean à la PHP. Alors, en fait, il a eu lui-même, Benjamin Garel, un boss qui lui a dit le lean, pourquoi pas. Benjamin Garel, donc c'est lui. Donc, il était très content. Il s'est dit, bah, tiens, on va commencer. Il a commencé à avoir des premiers résultats, dont en particulier chez nous, en coronarographie, j'y reviendrai juste après. Et donc, il a topé avec son boss. Son patron, qui était plutôt content d'avoir des résultats, lui a dit, bah, faisons-le partout. Et là, Benjamin a posé la question qu'il ne fallait pas poser probablement, c'est combien sommes-nous? Donc à la PHP, on n'est pas loin de 100 000 personnes. Et donc en fait, à l'époque, il y avait 2 référents. Et donc heureusement, il a eu comme réponse de son boss, bon, vous aurez de l'aide. Et donc aujourd'hui, l'équipe autour de Benjamin commence à être un peu plus étoffée, et d'ailleurs il y a Nicolas Villemain dans la salle qui en fait partie, et donc voilà, les choses démarrent progressivement. De toute façon, tout ça est une affaire de constance. Alors comment, du coup, Benjamin a monté cette affaire? D'abord, parallèlement, il a mené 2 choses. L'école du lean qui s'est déclinée à la fois par du coaching au niveau des directeurs de groupes hospitaliers. Donc nous avons été 3 directrices de groupes hospitaliers à être coachées. Et des formations d'équipe, la Lean Academy. Donc ça, c'est jusque-là assez classique. Donc moi, je ne vais pas tellement vous parler des formations d'équipe qu'on a faites, mais je vais plutôt prendre des exemples concrets de là où on l'a appliqué dans nos différents secteurs. Alors je vais commencer par un premier cas qui est la coronarographie. La coronarographie, c'est quoi? C'est alors une activité très concurrentielle. Je ne sais pas si le terme concurrence n'est pas antinomique avec l'hôpital public. On est en permanence en concurrence avec les cliniques privées, avec les autres hôpitaux, etc. Alors activité donc très concurrentielle, semi-urgente. En gros, une personne a une douleur thoracique. Elle vient dans le service de cardio pour faire une coronarographie, pour diagnostiquer, pour voir s'il y a un problème sur ses coronaires. Et le cas échéant, on peut avoir un coronaire bouché ou un coronaire en train de se boucher ou éventuellement une rupture. Là, ça devient plus compliqué. Mais en tout cas, du coup, c'est une activité semi-urgente. Le patient n'a pas forcément la perception du danger, puisqu'il ressent cette douleur thoracique, mais évidemment, il ne se représente pas forcément ce qu'il y a derrière. Et donc, la coronarographie, ça se passe dans un environnement, comme vous le voyez, proche d'un bloc opératoire, finalement. Et on va, via l'imagerie, aller regarder donc, ce qu'il y a au niveau des coronaires, où on en est, éventuellement envoyer des ballons, donc on passe par la voie radiale,
On fait remonter un fil, en fait, pour faire court et un peu imagé. On envoie des ballons pour éventuellement déboucher ce qui est bouché. On met des stents, etc. Donc c'est une activité assez technique et, comme je le disais, semi-urgente. Du coup, les patients qui viennent sont généralement, donc quand ils ont cette douleur thoracique, c'est grosso modo dans les 48 heures, il faut être passé par cette phase de diagnostic. Et évidemment, on ne les fait pas venir d'abord pour le diagnostic, puis ensuite le traitement, par la même occasion, à la même séance. Si on voit qu'il y a un problème, évidemment, on débouche la coronaire ou on fait ce qu'il y a à faire. Donc on a généralement des gens qui sont du coup programmés dans un délai très court, on va dire grosso modo 48 heures. Il y a une autre proportion de patients, mais qui sont un peu moins nombreux, qui sont des patients un peu plus programmés. Mais grosso modo, voilà, on a quand même une pression sur une activité qui doit être faite dans un certain délai. Alors, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient dans une activité en constante évolution, donc ça c'est plutôt sympa. Donc gros développement de la partie urgence, gros développement de l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est quoi? C'est quand le patient ne reste pas dormir. Donc il vient vraiment pour la journée et il repart le soir chez lui. Activité donc en constante augmentation, des dépassements horaires, des rendez-vous qui sont pris directement par les médecins, donc médecins et organisation, c'est pas forcément synonyme. Donc voilà, en tout cas, ils ont un sens de la priorité qui est plutôt sur, évidemment, il y a un patient à prendre en charge, donc je le colle dans le programme, sans trop faire attention de comment tout ça est agencé. Et donc les rendez-vous étaient pris en direct par les médecins. Du coup, voilà, une activité en hausse, des dépassements horaires, du mécontentement, avec comme conséquence deux choses. D'abord, les patients qui attendaient en grand nombre, grosso modo, ils étaient tous convoqués à 8 heures sans vraiment d'étalement de la programmation. Ça, je pense que certains qui ont pratiqué l'hôpital public connaissent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les patients attendent dans des circonstances où, en fait, ils n'ont pas forcément la perception du danger. Ils ont eu une douleur thoracique, on leur a demandé de venir là. Mais par contre, les soignants qui accueillent, les infirmières qui prennent en charge en coronarographie savent que c'est un patient potentiellement, il y a un risque, donc il faut le garder. Quand les patients attendent, quand les horaires s'accumulent, etc., quand ça fait 3 heures que vous êtes là, 4 heures que vous êtes là, voilà, il y a pour certains d'entre eux de l'énervement, de l'agacement, voire certains qui se lèvent et qui partent. Et donc, au niveau de l'accueil pour les infirmières, en particulier les aides-soignantes, il y avait le stress permanent que le mec ne se barre pas, qu'il ne parte pas avec son truc qui risque de le tuer. Donc c'était une première conséquence. Et puis la deuxième conséquence, c'est du personnel soignant qui n'était pas bien et clairement qui vivait dans ce stress de gérer la file d'attente. Et donc ils ont commencé par une technique assez simple avec du stand-up. Donc en fait ici vous avez le monsieur qui est là, c'est le chef du pôle urgence. Donc c'est un cardiologue sa thématique c'est la coronarographie et on voit autour de lui toute l'équipe. Donc il y a là-dedans des infirmières, des aides-soignants, des secrétaires. Et donc le stand-up c'était de 5 à 10 minutes en salle de coronarographie, donc vraiment sur le lieu de la prise en charge, avec toutes les équipes. Et ils se sont fixés comme objectif un taux de service à moins de 3 heures, c'est-à-dire prise en charge du patient en moins de 3 heures. Avec donc un tableau, je crois qu'on le voit juste après, voilà, sur lequel étaient indiqués les problèmes, les actions, le bilan de la journée d'avant, ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, et donc un suivi également de ce qu'ils ont appelé les irritants, donc avec qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment on le corrige. Ils ont mis en place assez rapidement quelque chose qui existe toujours. Donc ça, ils ont commencé en début 2016. Ils ont mis en place quelque chose qui existe toujours, qui est un staff de programmation quotidien. Avec le fait que du coup, il y a vraiment une programmation. Donc le programme est étalé. On ne demande pas aux gens à venir tous à 8 heures. Ils sont mis en ordre de marche pour avoir 100% des coordonnées des patients, des coordonnées téléphoniques, éventuellement mail, mais plutôt téléphoniques. Du coup, ils ont mis en place le système avec une heure de convocation qui est ajustée la veille, donc quand ils ont de la bonne visibilité sur leur programme opératoire, donc ils font bloquer évidemment au patient toute la journée, et le patient a l'information la veille, il est rappelé la veille pour savoir exactement à quelle heure il passe. Voilà, tout ça a donné les résultats suivants.
Alors, au mois de mars 2017, vous avez ici la durée de prise en charge, donc moins d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Et ici, la proportion de patients pris en charge, donc là c'est le mois de mars 2017. Donc ça c'est un peu la photo à l'issue de ce qu'ils ont mis en place. Donc on voit que quand même ça s'étale avec très peu de patients, enfin assez peu de patients, à moins de 20% des patients pris en charge en moins de 3 heures. L'attente médiane était à l'époque de 5h09. Juillet 2017, donc vous avez la comparaison ici en bleu clair sur mars 2017 et en bleu foncé juillet 2017. Donc on voit qu'on augmente un petit peu plus du coup sur les moins de 3 heures, puisqu'on est même carrément passé à pas loin de 60%. Pas tout à fait, mais pas loin de 60%. Donc on voit que voilà, tout a glissé du côté gauche, ce qui est un très bon résultat. Et là, à ce moment-là, donc juillet 2017, au bout de 3-4 mois, on est à une attente médiane de 3h09. Ici, vous avez, alors comparé toujours à mars 2017, vous avez le mois de septembre 2017. Donc on voit on continue, voilà, on affleure vraiment, là on est pas très loin des 60% en moins de 3 heures, en 3 heures ou moins de 3 heures. Et puis on continue de s'améliorer en faisant bouger, je dirais, le nombre de patients plutôt vers la gauche, c'est-à-dire avec un temps d'attente moindre. Et puis ça, c'est les derniers chiffres là qu'on a sortis pour la présentation, qui est janvier 2018. On est à 2h45, donc on voit ils restent plutôt pas mal en médiane. Ici, c'est donc la dispersion. On voit qu'en revanche, ils se sont redégradés un petit peu sur les passages en plus de 9 heures, puisque là, on en a quelques-uns. Pas beaucoup, puisqu'on est déjà là, voilà, ça doit être quelques patients, mais il y a une petite dégradation. Voilà. Donc c'est d'excellents résultats, évidemment. Ils continuent de faire leur staff de programmation et tout ça fonctionne plutôt très bien. Alors quand moi je suis allée les voir pour suivre un peu tout ça, et puis en étant accompagnée là aussi au moment des séances de coaching, en visitant, en passant dans le service, on a également vu un... Ah oui, pardon, il y a une petite vidéo. Excusez-moi. Au départ, j'avais un peu peur de ce que ça pouvait être parce que c'était complètement inconnu. Et en fait, on a vraiment amélioré, pour moi, la fluidité de la prise en charge des patients en salle de coronarographie. Je trouve que cette démarche est très intéressante et pratique parce que depuis qu'on a mis en place ce système, il y a au niveau des patients une fluidité. Une meilleure communication avec l'hôpital de jour. On a désamorcé plein de conflits qu'on avait avec nos collègues. Les secrétaires se sentent plus investis parce qu'en fait, comme on fait des points tous les jours avec les différents intervenants, en fait, ça crée des liens entre nous, parce qu'on se force. Au départ, on pensait que c'était pas possible, mais on arrive à se voir parce que les points durent pas longtemps, une fois par jour. Là, on observe une fluidité, tout s'organise très bien, il n'y a pas de plainte au niveau des patients, et ils passent en moins de 3 heures. On se met des objectifs, et tous les matins, on a le challenge d'arriver à l'objectif. Et du coup, ça nous booste pas mal. Ce qui est mieux aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup moins d'agressivité dans la salle d'attente de la part des patients. On n'a aucune plainte de patients. J'ai pas forcément l'impression de travailler plus vite, j'ai l'impression de mieux travailler. Ça nous permet de voir nos scores et de nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et en général, ça marche très bien. Pour l'instant, c'est que du positif. Que ça reparte, voilà. Et c'est bon. Donc ça c'est pour les acronymes, je suis désolée parce que je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait des acronymes. Donc IDE c'est infirmière, pour faire court. HDJ c'est hôpitaux de jour. Donc en fait quand le patient sort de l'acte technique en coronarographie, après il monte dans un lit en hôpital de jour pour être surveillé, etc. Et donc c'est le lien entre l'acte technique de la coronarographie et ensuite la mini-hospitalisation le jour même. Donc, du coup, en passant
En Corot, on s'est rendu compte qu'ils avaient un autre problème qui était leur réserve. Et donc, on a pointé un peu du doigt ce sujet-là. Et moi, je les ai un peu challengés, je les ai poussés à travailler là-dessus avec ma directrice qui s'occupait à l'époque des achats et de la logistique. Et puis, on s'est fixé un peu un challenge, je leur ai fixé un peu un challenge, qui était, ils avaient des réserves avec plein, vous allez voir les photos après, avec pas mal de cartons. Et donc, on s'est dit, ça ne peut pas rester comme ça, il faut 0 carton, objectif 0 carton. C'était les cartons dans lesquels arrivaient les dispositifs qu'on utilisait pour la coronarographie. Et puis ils avaient également un nombre de réserves juste hallucinant, avec beaucoup de stocks, beaucoup de périmés évidemment. Donc ils ont lancé cette démarche tout seuls comme des grands. Moi je ne suis plus retournée les voir pendant un paquet de mois. Et donc ils sont repartis de l'inventaire, tri, on enlève tous les périmés, le référencement, les rangements, l'étiquetage. À l'époque, c'était géré en particulier par une infirmière de la coronarographie. Et bien, elle s'est attelée à travailler avec à la fois le reste de l'équipe et aussi une cadre administratif de pôle. Alors, c'est une affreuse contrôleuse de gestion, sauf que c'est une contrôleuse de gestion qui descend sur le terrain. Ça, c'est en référence à une discussion qu'on a eue tout à l'heure dans un des ateliers. Et donc, c'est une personne, effectivement, dont le job est plutôt d'être sur les sujets de contrôle de gestion à l'échelle de l'ensemble du pôle. Et là, elle a accompagné les équipes pour essayer de travailler là-dessus. Donc, ils ont fait toute une série de choses autour de l'inventaire. Ils ont essayé, avec les médecins, de faire un lien entre activité et type de dispositif médical utilisé. Donc, avec tout un choix de références. Ils ont drastiquement diminué le nombre de références. Essayer de négocier aussi, ils sont allés négocier tout seuls, comme des grands, avec les labos, pour rembourser les surstocks, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient des surstocks incroyables. Et donc ils ont mieux communiqué aussi entre eux. Ils ont aussi un petit peu travaillé avec l'informatique pour avoir aussi, vous allez voir après, un peu d'aide sur le montage de tableaux après qu'on va voir. Donc coordonner entre eux. Et du coup, ils ont mis en place toute une évaluation avec vraiment les ressources au regard de l'activité. Alors ça a donné des outils informatiques avec des feuilles de commande pour les magasins qui sont utilisés par les aides-soignants, une informatisation finalement du cahier qui liste les références et les produits utilisés. Ça a été un travail de titan et de fourmi. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la tête que ça a. L'intérêt, c'est que surtout, on a du coup une passation de commande qui avant prenait grosso modo 1 heure par jour. Et là maintenant, ils sont à la semaine autour de 20 minutes à peu près. Et donc avec du temps soignant, puisque c'était une infirmière en particulier qui le faisait, qui est vachement diminué. Enfin voilà, on a plus de temps soignant. Et en plus, ça tourne sur plusieurs personnes. C'est pas juste une infirmière qui le fait. Maintenant, avec les outils auxquels les gens ont été formés, ça prend beaucoup moins de temps. Donc ça, c'était les exemples en coronarographie. Sur les réserves également, donc ça c'est le avant, donc vous voyez l'histoire du carton. Michael Ballet, il connaît l'endroit, il y est allé. Voilà ce que ça donne après. On a quelques autres exemples. Ils sont passés également d'un nombre de réserves qui était à hauteur de 4, maintenant ils sont à 2. Donc voilà. Ça fait encore trop, on est d'accord. Voilà un petit peu le avant-après à chaque fois. Et ils ont vraiment travaillé là-dessus avec l'aide de la logistique, mais comme des grands. Pour la coronarographie, donc ce que je disais, c'est la satisfaction des équipes avec plus de temps aux soins, une simplification de la passation des commandes, une ergonomie, des dépenses mieux maîtrisées. Alors ça, c'est aussi un élément... Alors qu'ils étaient en hausse d'activité, ils sont finalement donc en rouge. C'est le deuxième trimestre 2017. En jaune foncé, c'est le deuxième trimestre 2016. Et on voit qu'on est légèrement en dessous. Alors, entre-temps, en fait, le truc qui les a mis dedans, c'est la tempête Irma, qui, en fait, les a obligés à passer des commandes plus que nécessaires parce que un des labos avait son usine à Saint-Martin. Donc, voilà. Troisième cas pratique,
La stérilisation. Donc la stérilisation, c'est quoi? C'est on rend propre les outils pour les chirurgiens pour qu'ils puissent opérer. Et la grande différence par rapport à avant avec la mise en place du Lean dans ce secteur-là, ça a été l'idée de laver par patient. Quand un chirurgien opère, il peut ouvrir plusieurs boîtes, qui au début sont évidemment bien rangées. Quand tout ça part à la sté, tout ça est joyeusement mélangé. Et ensuite, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à recréer les boîtes, je dirais, dans le bon ordre, et d'essayer d'avoir une logique où c'est pas une boîte un patient, mais c'est plusieurs boîtes un patient. Et donc tout le process a été de recréer cette notion de laver par patient avec cette approche par patient. Alors là, on a eu une cadre du secteur qui a fait un travail remarquable. Donc là, vous avez quelques exemples avec le suivi de leurs encours. Alors au début, quand on a mis ça en place, ils étaient dans le rouge tout le temps. Et puis là maintenant, moi je n'en entends plus parler, au point que j'ai fait une réunion pour comprendre bien pourquoi, enfin ce qu'ils avaient mis en place et comment ça a été, ce qui avait permis de franchir le cap. Ils surveillent leur temps de passage, ils surveillent leur non-conformité. Et là, vous avez un autre exemple avec, c'est très axé sur la formation. Donc la cadre du service a vraiment accrédité les gens pour être formés à telle ou telle spécialité. Là, c'est un exemple d'une nouvelle instrumentation en orthopédie, mais on a aussi de la neurochirurgie, qui est une chirurgie assez pointue, et sur laquelle il y a également eu beaucoup de formation à l'instrumentation. Ici, vous avez le nombre de journées maladie par mois. On commence en janvier 2016. Il y a un pic là en mars 2016, où là, c'était vraiment l'horreur, la crise absolue. Ça redescend un peu en avril, et puis ça reste quand même assez haut. Hein. Là, on est à une vingtaine de jours par mois, ce qui n'est pas rien quand même. Et puis ensuite, on a l'intervention Lean qui a lieu à peu près à l'été, enfin au milieu de l'été, ça a vraiment commencé, on va dire, en septembre. Et là, on est sur un niveau assez bas. Ça a tout petit peu remonté en décembre 2016, on a eu des petits soucis sujets. Le temps moyen de traitement de la boîte est passé de 26 heures à 19 heures entre 2016 et 2017. Et les derniers chiffres, c'est de janvier à février 2018, on a moins de 5 jours d'arrêt maladie pour l'équipe. Quatrième cas pratique, la radiologie. Alors là, quelques chiffres sur, en gros, les demandes de scanners et d'IRM augmentent en permanence en France. Hein, ça, c'est des chiffres France entière. Et puis, les effectifs de médecins restent stables. Donc, la question... Ce à quoi on est confronté, c'est ça, c'est-à-dire des demandes de scanners en urgence qui s'accumulent tout au long de la journée. Et un vendredi à 11h30, on a 27 demandes de scanners en urgence. Autant vous dire que ça génère beaucoup de stress. Donc ils ont travaillé là aussi sur une démarche Lean. Alors là, c'est un exemple d'A3. Ici, c'est peut-être pas très lisible, mais on a l'analyse en rose, ici, vous avez le temps où le patient est sur le scanner. Et donc vous voyez qu'il y a des trous, il y a des endroits, c'est le même scanner, hein, on est sur un seul appareil, vous avez des endroits où il y a rupture de la chaîne, entre guillemets, il y a des temps d'attente incroyables. Ils se sont fixés comme objectif d'un délai d'attente quand les patients sont hospitalisés, qui était à 6 jours initialement, et ils sont fixés comme objectif de faire passer ces gens-là en 3 jours. Voilà pour les objectifs. Alors comment ils ont fait ? Ils ont travaillé, alors ils avaient tout un tas de problèmes sur le système d'information qui ne marchait pas, donc les médecins ne pouvaient pas voir les images, ils étaient obligés de rebooter la machine à chaque fois. Il y avait des gros problèmes de programmation, un peu comme ce qu'on a vu en coronarographie. Les demandes de scanners n'étaient pas assez précises, donc ils ont retravaillé aussi sur les services demandeurs et le support qu'on leur donne. Résultat des courses, plus de bannettes pleines d'urgence à faire le week-end. Ils ont augmenté fortement leur activité, hein, on est sur le trend A, malgré une période de travaux importants. Voilà, et je vais finir par ce dont parlait Mickaël tout à l'heure, ce que effectivement j'ai appelé les Gemba patients. Donc depuis janvier 2017, je prends c'est tous les 15 jours ou 3 semaines, ça dépend, 2 heures de discussion avec 3 à 4 patients. Donc j'ai un programme qui est organisé par les équipes et je vais dans les services à la rencontre de 3 à 4 patients qui ont évidemment été, entre guillemets, sélectionnés au sens où on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour avoir cette discussion avec la direction. L'intérêt, c'est que c'est des échanges vraiment libres et ouverts. Hein. Moi, j'arrive en disant, voilà, parlez-moi de comment ça s'est passé, comment se passe votre séjour, comment vous êtes arrivé là, etc. Et donc, en 1 an et demi, grosso modo, j'aurais à peu près fait la visite des 40 services du groupe hospitalier. Sur ces visites patients, qu'est-ce qu'on en tire ?
Alors, des petits travaux, il y a des trucs tout bêtes, mais une fois que vous les voyez, et que vous voyez combien et vous avez l'expérience, je pense, vous, en tant que patient, combien les locaux sont dégradés, voilà, on peut débloquer des petites choses avec des petits travaux. On a également des petits changements d'organisation. Le cas le plus frappant, ça a été quand j'ai rendu visite à un greffé de rein, qui venait d'être greffé, donc ça devait faire 4-5 jours, et qui m'a expliqué que donc il avait été greffé un vendredi, il s'est retrouvé à faire une radio de contrôle le samedi, donc pendant le week-end, et donc il m'a expliqué que tout se passait bien jusqu'à ce donc on l'amène à la radio, il attend un peu, la radiologue fait la radio, pas de problème, très charmante, la dame lui dit voilà, au revoir, merci, tout va bien, et puis là il attend, donc il était allongé sur le lit avec sa perte dans tous les sens, et il attend pendant 1 heure. Et donc voilà, il m'a restitué cette expérience-là. Donc évidemment, on est allé voir qu'est-ce qui se passait au week-end pour qu'on puisse laisser un patient greffé pendant 1 heure sur un brancard comme ça. Et donc c'était évidemment, comme d'habitude, un problème d'interface et de coordination entre le brancardage et le service de radio. Et donc du coup, tout ça a été résolu, je ne sais pas, mais en tout cas réaménagé. Il y a une procédure qui a été changée. Le lieu d'attente du patient a été modifié à la suite de cet exemple. Et donc c'est une information que n'avait ni le service de radiologie, ni le service de greffe, puisque, je ne sais pas si la personne, le patient en avait parlé à l'encadrement du service, mais en tout cas moi il m'en a parlé, donc du coup ça a permis de résoudre le point. Une autre chose qu'on a mise en place, et ça on le démarre tout juste. Moi, j'étais très étonnée, les patients, ils me parlaient quasi jamais spontanément des repas. C'est quand même contre-intuitif, parce que tous les questionnaires de satisfaction, quand vous sortez de l'hôpital, c'est le truc le plus pourri, c'est les repas. Et en fait, j'avais des réponses très variables, entre non, c'est vraiment pas bon, et je suis obligée que ma famille amène tel ou tel plat préparé, oui, bon, c'est correct, et puis de toute façon, on est à l'hôpital, donc on ne demande pas non plus que ce soit un 4 étoiles, et jusqu'à des gens qui étaient plutôt très contents parce qu'il y avait de la variété dans les menus, etc. Quand on met ça en regard, cette diversité d'appréciation en regard de nos questionnaires de satisfaction, on voit qu'on est très mauvais sur le sujet. J'ai demandé à l'équipe qu'on mette en place ce qu'on appelle un focus group. Donc je pense que, je ne sais pas si vous connaissez la méthode, hein, c'est on prend des patients qui ont été hospitalisés chez nous, on fait une sorte de tirage au sort, on leur demande s'ils veulent bien venir parler pendant, par exemple, 1 heure, en l'occurrence là, du sujet des repas, hein, ça va être avec une thématique. Et l'intérêt, c'est qu'on a un retour sur l'expérience patient de manière un peu approfondie, sans questionnaire préétabli. Et donc c'est vraiment eux qui, du coup, parlent de leur ressenti, de leur vécu, de leur expérience patient. Voilà, donc sur le sujet des repas, ça va démarrer, donc j'ai pas trop de... Donc voilà, encore une fois, il y avait des gens contents, des gens pas contents, sans qu'on sache vraiment ce qui faisait que les uns étaient contents et les autres pas contents. Cette méthode-là donc démarre, donc je ne peux pas tellement vous en parler, mais ça fait partie des choses qu'on a mises en place à l'issue de ces Gemba patients. Pour conclure, moi je trouve, j'ai été assez rapidement écrasée par l'ampleur de la tâche, en tout cas si on le voit comme ça, pour décliner à l'échelle d'un hôpital, de plusieurs hôpitaux et 8000 personnes, une dynamique de Lean. J'ai pris des gouttes. Je me suis dit, bon, on va commencer par des petites victoires, voire des grandes victoires dans les secteurs un peu leaders. Donc je vous ai parlé de la coronarographie. Dans le temps, il continue à avoir un temps d'attente des patients qui est faible. Et ils ont contaminé sur les réserves, par exemple, la cadre administrative du pôle, donc des urgences, a, entre guillemets, contaminé la cadre administrative du pôle d'à côté, qui est un pôle au bloc opératoire. Et donc, au bloc opératoire, on va avoir la même méthode pour les réserves. Et donc, voilà, c'est pour ça que je parle de contamination. Après, ce qui est extrêmement crucial, il me semble, c'est d'avoir des médecins convaincus. Vous avez compris que moi, c'est parti plutôt d'une dynamique médicale. Et au-delà du seul président de la commission médicale,
Une équipe de direction embarquée. Alors ça, pour l'instant, moi, j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un, j'ai à peu près 20% de mon équipe qui est impliquée. Mais voilà, je sais que là-dessus, il faut qu'on franchisse un cap. La grande force, évidemment, des Gemba patients. Et puis la conviction que voilà, les solutions viennent du terrain et que c'est ça qui enrichit l'approche qu'on peut avoir sur la manière dont on essaye de diriger un hôpital public. Voilà. Merci beaucoup.